Bonsoir à tous, à toutes, et très heureux d'accueillir Pierre Aymonet, un ami, pour Un auteur, un livre. Vous présenter est compliqué parce que vous êtes une personnalité très, très connue, et néanmoins, précisons que vous êtes valaisan, vous êtes né à Martigny, vous avez reçu votre ordination à l'âge de 30 ans. Et avant de devenir jésuite, vous avez notamment travaillé en mission ouvrière dans la banlieue parisienne, et ce n'est qu'à l'âge de 40 ans que vous rejoignez la Compagnie de Jésus, attiré par une vie religieuse non conventuelle. Plusieurs fois provincial de Suisse de la Compagnie de Jésus, vous êtes de nouveau directeur de la revue Choisir depuis 2013, après l'avoir été de 1995 à 2007. Et qu'il me soit permis d'inciter tous nos participants de vous abonner à cette très belle revue trimestrielle, revue culturelle, d'information et de réflexion, avec le plaisir d'avoir aussi Lucienne Bittard, rédactrice en chef, et l'autre rédactrice qui est Céline Fossati. Vous avez un don pour l'écriture, avec la parution de tous les 4 ans de biographies. D'abord en 2013, une biographie d'Ignace de Loyola, puis en 2017 de Pierre Fabre, et aujourd'hui avec celle de Pierre Canisius, sous-titrée L'infatigable réformateur de l'Église d'Allemagne, publiée aux éditions jésuites Lessius. Cher Pierre, je vous cède la parole. Canisius n'est pas très bien connu dans le monde francophone. Il est surtout connu, et même très bien connu, mais dans tout le nord de l'Europe. Mais dans le monde francophone, il est assez peu connu, et c'est un jésuite qui n'est pas un jésuite de première garniture, je dirais. Il est entré un petit peu plus tard dans la Compagnie de Jésus, après l'équipe des fondateurs, et puis il est tout de suite parti dans le Nord pour conforter le catholicisme face à l'avancée du luthéranisme. Voilà. Vous savez, ce qui m'a beaucoup impressionné et qui m'a un petit peu décidé à m'intéresser à sa biographie, c'est que j'ai trouvé que c'était un jésuite ordinaire. C'est-à-dire que ce n'est pas un grand théologien dont on garde le souvenir avec une œuvre majeure comme la Inès, ou plus proche de nous, on dirait Rahner, par exemple. Voilà. Rahner, c'est la théologie, c'est surtout ça. C'est pas un missionnaire à la manière de François Xavier qui découvre des horizons lointains, non. C'est un homme qui a tout fait, qui a fait tout ce qu'on lui a demandé, qui a été en quelque sorte toujours disponible pour faire une tâche qui a été toujours un peu nouvelle et pour la faire remarquablement bien. Alors ça m'a intéressé. Et ce qui m'a particulièrement frappé, c'est de voir dans l'histoire de la Compagnie ce jugement sur Canisius. Il est du père O'Malley, qui est le meilleur historien de la Compagnie actuellement vivant et qui est un universitaire américain. Il écrit: en aucune partie d'Europe où elle s'établit, la Compagnie ne doit son succès et son identité aussi manifestement à un seul individu qu'elle ne le doit à Canisius pour l'Empire d'Allemagne. Nulle part en Europe, la Compagnie ne jouera si précocement un rôle capital dans la définition du caractère du catholicisme moderne. C'est essentiellement le mérite de Canisius. Et un biographe de Canisius, qui est un Anglais, Baudric, qui a écrit une grosse biographie de Canisius, 2 gros volumes,
dit « Canisius devint finalement l'homme qui, après saint Ignace, a eu la plus vaste influence constructive dans l'histoire de la Compagnie de Jésus. » Alors ça m'a intéressé. Ça m'a intéressé de voir cet homme qui est ce que j'appellerais un jésuite ordinaire, avoir une telle influence. Alors, qui est Canisius? Eh bien, Canisius, c'est un Hollandais. À l'époque, il est né à Nimègue, et à l'époque, Nimègue faisait partie du diocèse de Cologne. Donc, on est sur la frontière entre l'Allemagne du Rhin, la Cologne, et la Hollande. Canisius est né à Nimègue en 1521 et il est fils d'un homme très célèbre qui a été le précepteur des enfants d'un roi de France et qui était un important marchand à Nimègue et qui a été 9 fois réélu bourgmestre de sa ville. Et c'était aussi un fervent partisan de l'empereur Charles Quint. Et c'est lui qui avait en quelque sorte signé le traité de Van Loo, par lequel on rattachait le Brabant à l'empire de Charles Quint et on le soustrayait à celui de François Ier. Alors, c'était vraiment un grand partisan de l'empereur Charles Quint, le père de... Et puis ce monsieur, il s'est marié, il a eu 4 enfants, je crois, et sa femme est morte assez jeune, et il en a épousé une autre, et il a eu tellement d'enfants de l'autre que les historiens se disputent pour savoir si c'était 9 ou 11, enfin on ne sait pas très bien. Mais en tout cas, il y a eu une énorme descendance. Mais le plus célèbre, donc, c'est Pierre Canisius, qui était l'aîné du premier lit, je dirais. Il a eu un demi-frère dans le deuxième lit de son père, un Canisius aussi, et qui sera aussi jésuite et qui aura une certaine influence aussi dans la compagnie comme recteur de collège et un homme assez connu aussi. Mais enfin, c'est Pierre qui est le plus intéressant. C'est un gamin qui a eu une adolescence assez tapageuse. Il était un peu foireur. Il était très fier d'être le fils du bourgmestre. Oui, il s'en croyait un petit peu. Hein. Il était un peu méprisant pour les autres. Alors après, il s'en repentira dans sa vie, dans ses examens de conscience. Ça va revenir jusque dans son vieil âge, cela. Le polisson qu'il avait été et qui a fait chevrer ses parents et les bonnes qui s'occupaient de lui. Voilà. Mais Pierre, après une adolescence un peu tapageuse, comme je l'ai dit, il s'est mis aux études, il a étudié les lettres à Cologne, le droit à Louvain, puis de nouveau la théologie à Cologne, mais pour devenir prêtre. Son père voulait d'abord le marier, lui avait trouvé un très beau parti, mais bon, ça n'a pas marché, il n'a pas voulu, il préférait le sacerdoce. Et alors, quand son père a vu qu'il préférait le sacerdoce, il lui a offert une stalle de chanoine à Cologne, parce que ce monsieur bourgmestre de Nimègue avait le droit de pourvoir une stalle de chanoine à Cologne. Mais Pierre n'en a pas voulu. Et il s'est spécialisé, il a étudié beaucoup comme jeune homme, comme jeune théologien, surtout les pères de l'Église. Il était un grand connaisseur des pères de l'Église. Et au cours de ses études, il fréquente à Cologne un groupe de prêtres, parce qu'il loge là dans une cure, on dirait, où il y a quelques prêtres qui vivent, et entre autres
un certain Van Esch qui va devenir un peu son père spirituel et qui est un prêtre très influencé par la mystique du Rhin, par ce qu'on appelle la dévotion moderna, la dévotion moderne. Si vous voulez savoir ce que ça veut dire, prenez l'imitation de Jésus-Christ de Thomas à Kempis et puis vous avez là un des livres emblématiques de la dévotion moderne, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est une spiritualité du cœur, et d'où viendra aussi pour Pierre Fabre une grande dévotion au Sacré-Cœur, au cœur de Jésus. Voilà. Alors, Canisius fréquente ce monde qui est un monde opposé à l'archevêque de Cologne, Hermann von Wied, qui est en train d'installer le luthéranisme dans son archidiocèse. C'est un véritable prince évêque qui va plus à la chasse qu'à la liturgie, qui fait des banquets et qui accumule les bénéfices, et qui est en train d'introduire le luthéranisme dans son diocèse. Et donc tout un groupe de prêtres, parmi lesquels se trouve Pierre Canisius, qui prend vite une importance majeure dans ce groupe. Et les chartreux aussi de Cologne s'opposent à l'évêque, à l'archevêque. Et ils sont tous un peu dans la mouvance de la dévotion moderna, c'est-à-dire de la mystique rhénane du nord d'Allemagne et des confins de la Hollande. Voilà. Et puis Pierre, au cours de ses études, il entend parler d'un jésuite qui est à Mayence et qui est un type qui fait merveille. On dit qu'il donne des exercices, qu'il prêche, que c'est un homme de grand conseil et tout. Et Pierre, alors, s'en va pour le rencontrer. Il a été poussé à cela par un compagnon qui était un apprenti jésuite qu'il a rencontré à l'université à Cologne, et puis par le prieur de la Chartreuse qui connaissait Pierre Fabre. Et il s'en va alors à la rencontre de Pierre Fabre, qui est à Mayence, et qui est, Pierre Fabre, on peut dire, le cofondateur de la Compagnie de Jésus, c'est-à-dire le premier compagnon d'Ignace de Loyola. Et parmi les 10 premiers qui ont fondé la Compagnie de Jésus, il était peut-être celui qu'on pourrait appeler le frère aîné. Pierre Fabre était à Mayence. Alors, Canisius fait 3 jours de bateau sur le Rhin pour rejoindre Mayence et il rencontre Pierre Fabre et il est tellement impressionné par Pierre Fabre qu'il va faire tout de suite là les exercices, à peu près un mois d'exercice sous sa direction. Et au cours de ce mois d'exercice, alors, il se décide à entrer dans la compagnie. Et Pierre Fabre le reçoit alors comme apprenti jésuite, disons. Et puis après, il rentre à Cologne, continuer à faire ses études et à s'opposer à l'archevêque avec ses compagnons du clergé. Et Pierre Fabre va vite se profiler, pardon, pas Pierre Fabre, Pierre Canisius, il va vite se profiler dans le milieu théologique de Cologne et de la région. Et c'est ce qui fait qu'on va alors l'envoyer au Concile de Trente comme théologien. Il va participer 2 fois au Concile de Trente. Plus tard, quand il sera jésuite, mais déjà avant d'être jésuite, il y est envoyé à une des sessions, je ne me souviens plus laquelle, non, je ne me souviens plus à laquelle session exactement, mais et
Et là, il rencontre des jésuites alors qui sont les théologiens Salmeron, Laïnès, qui sont les théologiens du pape au Concile de Trente. Il est très impressionné par ces messieurs et comme il est aussi maintenant apprenti jésuite, il tisse alors des liens avec ces jésuites-là. Ce qui fait que, au bout de quelque temps, on va l'envoyer, comme il commence à faire partie de la compagnie de Jésus, il ne va pas rester fixé à Cologne où on lui offre une chaire, mais il va accepter d'être envoyé là où on aura besoin de lui comme un bon Jésus. Et donc, il va partir. Il va partir où? Eh bien, il va commencer par partir avec Laïnès après cette session du Concile de Trente. Il va partir en Italie, à Florence. Alors, l'Italie, ça, il a détesté. Plutôt mourir que vivre en Italie, disait-il. Et pourquoi? Mais parce que en Italie, le soleil vous tombe dessus comme des flèches qui vous transpercent et qui vous empêchent de vivre. Alors non, l'Italie, il en a plein le dos. Il dit plutôt mourir que vivre en Italie. Mais enfin, plutôt que de partir de l'Italie, Ignace de Loyola va le faire venir à Rome pour compléter sa formation de jésuite sous sa direction. Et puis, il va passer une année là, à Rome, à la maison centrale des jésuites, sous la direction d'Ignace. Et puis après, on va l'envoyer en Sicile avec Nadal, avec un groupe de jésuites, pour fonder le premier collège de la Compagnie de Jésus en Sicile. Alors il y va et on lui fait enseigner la rhétorique. Pourquoi? Parce qu'il est un excellent orateur, il parle un latin très châtié, très agile, il parle vite, bien, et il connaît très très bien la littérature latine et grecque. Alors, il va être professeur de rhétorique au collège de Messine, là-bas, enfin, en Sicile. Voilà. Mais lui, bon, il obéit, n'est-ce pas? Alors, il va là-bas et puis il fait ce qu'il peut. Il fait très bien d'ailleurs, mais enfin, son cœur est quand même resté en Allemagne. Mais un bon jésuite, il va là où on l'envoie. Par contre, ses copains, ses amis d'Allemagne, eux, continuent à trafiquer et à faire pression sur Ignace pour qu'on le rapatrie sur l'Allemagne. Lui-même, en jésuite obéissant, il ne manœuvre pas pour être renvoyé en Allemagne, mais d'autres s'en chargent. Et finalement, comme le duc de Bavière veut construire un collège, veut d'abord réformer l'université d'Ingolstadt, et il demande à Ignace des jésuites pour réorganiser, remettre à flot l'université d'Ingolstadt qui était tombée bien bas. Et les Allemands disent il faut envoyer Canisius, lui c'est l'homme qu'il faut, il est fait pour ça. Bref, alors il va partir et on va l'envoyer là-bas en Allemagne. Alors il va être à Ingolstadt et il va commencer là-bas une carrière. D'abord, il réorganise cette université, mais finalement il se rend compte que ces étudiants sont à peine des collégiens finalement, ils ne sont pas très doués, ils ne sont pas très intéressés par la théologie, et il dit non, mais alors, il explique au duc de Bavière, il ferait mieux de commencer par la base, c'est-à-dire d'ouvrir un collège et puis de commencer une formation secondaire un peu sérieuse qui prépare ces jeunes à l'université, mais de continuer maintenant avec cette université un peu boiteuse, c'est perdre son temps.
Et alors, le duc de Bavière est d'accord qu'on fonde un collège à Munich. Et alors, il commence à faire un collège là. Voilà. Et puis, peu à peu, il va aller il va commencer à circuler dans l'Allemagne pour fonder des collèges, pour répondre à des appels, pour conseiller. Il devient un homme important. Il devient un homme important bien, dans tout ce qui concerne la formation. Alors, maintenant j'abrège, il fondera 18 collèges. Hein, entre, et puis entre-temps, il est nommé par Ignace provincial, c'est-à-dire qu'il est le responsable des jésuites en Allemagne. Et il y a de plus en plus de jésuites en Allemagne, puisqu'on fonde des collèges, ils reprennent des universités, et alors il a un territoire immense. La province d'Allemagne, elle comprend la Tchéquie, la Bohême, l'Autriche, la Hongrie, la Bavière, bien sûr, jusqu'en Pologne, jusqu'à la Pologne. Et il va alors parcourir ces territoires pour fonder des collèges, comme je l'ai dit, pour prêcher, pour conseiller, pour organiser, enfin, il est appelé de tous les côtés et c'est un homme qui est continuellement sollicité. On lui demande de venir prêcher et les plus grandes chaires d'Allemagne vont se le disputer, de l'avoir comme prédicateur officiel, c'est-à-dire avec l'obligation de prêcher tous les dimanches ou toutes les fêtes, etc. Alors, ce sera à Augsbourg, ce sera à Würzburg, ce sera à Munich, ce sera à différents endroits. Il doit être prédicateur officiel. Il est aussi le conseiller du roi, de l'empereur, des ducs, des rois, des princes, des supérieurs d'ordre. Il est le conseiller du pape qui s'intéresse, qui commence, parce qu'alors il en a fallu pour que Rome s'intéresse un peu à l'Allemagne au début du luthéranisme. Ils étaient un peu loin de tout ça, les Romains. Donc, quand ils découvrent un peu tout ce qui se passe en Allemagne, ils appellent Canisius pour demander conseil, etc. Et puis, il y a l'administration de la compagnie. Il a des jésuites sous ses ordres et des compagnons qui ne sont pas toujours des petits saints, c'est des gens qui sont difficilement gouvernables. Il y a des gyrovagues qui ne sont jamais contents, il y a des dépressifs qu'il faut changer de communauté ou qu'il faut encourager. Il y a des directeurs de collège qui voient trop grand ou des supérieurs de communauté qui sont trop raides, et puis d'autres qui sont trop mous. Bon, le provincial doit courir à droite, à gauche, en plus de ses ministères qu'il appelle partout. Ce qui fait qu'au cours de sa vie, Canisius aura marché, on calcule cela, à pied ou à cheval, 100 000 kilomètres, c'est-à-dire qu'il aura fait à pied 2 fois le tour de la Terre. Et continuellement en route. Voilà. Et puis, non seulement c'est un prédicateur, non seulement c'est un conseiller, mais c'est aussi un homme qui est très zélé pour la pastorale. Alors, il prêche des retraites, il prêche des missions, il prêche des on dirait des premières communions aujourd'hui, ou des choses comme ça. Et puis, il est conseiller théologique de plusieurs archevêques ou évêques. Et puis, il est aussi
un écrivain fécond. Il écrit beaucoup et il aime écrire. Il aime beaucoup écrire. Et pour lui, l'écriture, c'est un des ministères propres de la compagnie. Et il demande qu'on constitue même des maisons d'écrivains où des gens parce qu'il se rend compte que les gens ont besoin de formation et qu'il faut donc leur donner des livres. Alors, il va écrire beaucoup de choses, mais il s'est rendu très célèbre par ses catéchismes. Bon, ça a été un besoin qui a été poussé par le duc de Bavière, qui s'était dit, bon, il faudrait, puisque à la suite de la constatation de la misérable formation du clergé et du misérable niveau des universités, s'était dit, il faudrait que pour les prêtres et pour le peuple, il y ait des manuels un peu sérieux, complets, etc. Alors, on avait chargé Canisius de faire cela. Puis il s'est un peu récusé, et puis il a dit non, c'est un peu compliqué, faire un manuel de théologie. Moi, je pense plutôt à quelque chose de plus populaire. Et c'est comme ça qu'il a rédigé ces fameux catéchismes. Alors, il y a eu un catéchisme pour les plus avancés, un catéchisme pour les moyens, puis un catéchisme pour les petits. Et ces catéchismes ont été ont eu un tel succès qu'il y a eu près de 80 rééditions à son époque. Et on a utilisé le catéchisme de Canisius jusqu'au début du XXe siècle en Allemagne. Tant et si bien qu'en Allemagne, on ne dit pas le catéchisme. Quand on dit je vais au catéchisme, non, ou j'étudie le catéchisme, non, on disait j'étudie mon Canisius, ou je vais suivre le cours de Canisius. Vous voyez, même encore donc au début du XXe siècle. Alors ça a été une de ses grandes œuvres, ces catéchismes. Comme je vous ai dit, il y a différents catéchismes pour les avancés, pour les moyens, pour les petits, et des catéchismes qu'il a toujours continué à étoffer, rajoutant à la fin du catéchisme des exercices de piété, enfin, etc. Vous voyez. Ça, c'est un peu son œuvre. Comme il était un homme de conseil, très pondéré, bon connaisseur, eh bien, quand l'évêque de Vienne en Autriche, est décédé, on a voulu le faire archevêque de Vienne. Alors, ça a été toute une histoire. Et puis là, Ignace de Loyola s'est mis aussi en travers des projets du pape pour pas qu'on mette un jésuite comme archevêque. Bon, maintenant, on a un pape, c'est autre chose. Mais donc, Canisius a tout fait pour éviter cette charge, mais il a été finalement, on ne l'a pas nommé. Par contre, le pape l'a nommé administrateur apostolique et il a dû administrer le diocèse de Vienne pendant une année ou deux, en attendant la nomination de l'évêque. De l'évêque. Voilà. Donc, vous voyez, cet homme polyvalent, vraiment polyvalent, mouvant, se bougeant depuis la Pologne ou la Tchéquie, depuis Prague jusqu'à Strasbourg, de Vienne à Munich, un peu partout, bougeant continuellement, animant, etc. Et puis, à la fin de sa vie, il est déchargé de sa fonction de provincial après 14 ans. Il y a de quoi user un homme. Parce que normalement, actuellement en tout cas, et puis ça fait déjà bien ça, c'est 6 ans, hein, c'est 6 ans au maximum. Après, on devient un peu, on risque de devenir gaga.
parce que c'est beaucoup de responsabilités. Hein. Alors, il a été déchargé de sa fonction de provincial pour un travail théologique qu'il a un petit peu dépassé et dont il n'est pas arrivé au bout. C'était de répondre aux centuries, ce que l'on appelle les centuries de Magdebourg, qui était un ouvrage d'un Croate, Flacius Illyricus, qui démontrait comment, historiquement, et à travers l'écriture et l'histoire, comment Rome était une invention, n'était pas une fondation du Christ. Enfin, c'était, si vous voulez, c'était un peu le prolongement historique de certains mouvements luthériens, certains, qui refusaient le siège de Pierre. Voilà. Alors, ça, c'est. Il n'arrivait pas, il n'a pas réussi à s'en tirer avec ça. Il avait prévu 4 gros volumes, il n'en a publié qu'un seul, et il était vraiment dépassé. Alors, bon, on nomme un successeur, et il ne s'entend pas avec son successeur. Alors, il y a des tiraillements, et puis c'est un peu une honte de la part de son successeur qui est très jaloux, parce que Canisius reste une personne emblématique, c'est-à-dire que chaque fois que Rome a quelques questions concernant l'Allemagne, il s'adresse à Canisius, pas au nouveau provincial. Même le général de la compagnie, il consulte toujours Canisius sur les affaires de la compagnie, mais puis le provincial, alors il est furieux, enfin il est très jaloux. Finalement, il demande qu'on enlève Canisius de la province d'Allemagne. Mais le général de Rome n'a pas voulu faire cela. Il a dit non, il faut qu'ils s'entendent entre eux. Bon, et puis il a laissé Canisius. Mais le provincial a réussi à s'en débarrasser parce que les autorités de Fribourg voulaient construire un collège, demander un collège et demander aux jésuites de venir fonder un collège à Fribourg. Et alors, le provincial d'Allemagne s'est enchanté à envoyer Canisius pour s'en débarrasser. C'est ce qui veut dire que la venue de Canisius à Fribourg, ça a été une sorte d'exil, un exil honorable, mais il a été en quelque sorte mis à la porte de la province d'Allemagne du Sud par le provincial qui en avait plein le dos de lui-même, de ce pauvre Canisius. Et il vient à Fribourg, il est déjà âgé, enfin, à l'époque c'était âgé, il avait 56 ans, 58 ans, je ne sais plus, quelque chose comme ça, il arrivait à peine à la soixantaine. Et il va alors travailler à Fribourg pour la fondation de ce collège. Les autorités fribourgeoises avaient trouvé le moyen de lui donner pour les jésuites comme collège, l'abbaye d'Humilly-Mont, qui était du côté de Marsens, là-bas, qui était une ancienne abbaye de Prémontré, je crois, mais désertée. Et puis, mais ils ont essayé de s'y installer, les jésuites, mais ça ne marchait pas. Parce que avec l'abbaye était liée toute la pastorale de la région, et non seulement la pastorale, mais la nomination de tous les fonctionnaires de la région. Alors, c'était à Canisius de devoir nommer le bourgmestre des villages, la police et même le bourreau. Alors, il n'en a pas voulu, finalement. Et puis, il y avait trop d'obligations qui entravaient son apostolat et la fondation du collège. Donc, il s'est replié sur la ville de Fribourg. Il a commencé à donner des classes dans la rue de Lausanne, où il avait acheté 2 maisons. Et puis, comme il y avait énormément
de succès. Il a acheté au-dessus de Fribourg, donc sur la colline, là où il y a maintenant le collège Saint-Michel, tout un terrain pour construire un collège qui sera inauguré en 1596, une année avant la mort de Canisius. Ce qui serait intéressant de parler maintenant, et puis là, alors, j'interpelle Marie Sénèque, c'est les rapports avec la réforme. Parce que Canisius, donc, il a été appelé en Allemagne et son grand travail, ça a été quand même de s'opposer à la réforme protestante. Lui-même, je l'ai défini comme réformateur. Oui, alors du coup, justement, je vais rebondir sur votre remarque. Il y a justement un de vos chapitres, le chapitre 15, qui s'appelle « Le marteau des hérétiques ». Oui. C'est comme ça qu'on a pu qualifier justement Canisius. Oui. Et alors, à un moment, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est qu'il traite l'hérésie luthérienne, oui, avec, je trouve, une grande intelligence, comme il traite les conflits qu'il doit gérer autant au niveau, j'ai l'impression, politique qu'en tant que provincial. oui. Et je trouve qu'en lisant votre livre, c'est un point saillant. Si vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur sa manière justement d'interagir avec les personnes avec qui il est en conflit. Et je trouve qu'il est très, très positif. Alors, je vais juste lire un extrait de votre livre, justement dans Le marteau des hérétiques. Comme ça, nos auditeurs et auditrices pourront se rendre compte de la technique. Alors, je ne sais pas si c'était une technique ou en tout cas si c'était une grande qualité, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'allait pas directement en frontal, mais qui préférait plutôt nourrir ce qui était positif pour l'autre et chez l'autre, plutôt que d'être dans la critique acerbe, même si parfois Luther en prend quand même pour son grade. Alors, je lis juste un extrait, page 125. Pierre n'aime pas la polémique. Il préfère lutter contre les idées de la réforme en confortant la foi des catholiques, en s'attaquant à l'ignorance et à l'immoralité du clergé, en réformant les monastères qui ressemblent plus à des tripots publics qu'à de vrais couvents. Il compte surtout sur la prédication, la formation des consciences au confessionnal, la publication d'ouvrages de piété et de spiritualité, la catéchèse, les exercices spirituels, la fondation de collèges et les démarches diplomatiques auprès des princes pour les encourager à résister. Il n'est pas loin de penser que l'affrontement avec la réforme est plus une affaire de pastorale qu'un problème théologique. Et je trouve que ces quelques lignes résument ce que vous dites. Oui, oui, avec ça, je pense que c'est très juste. Alors, Pierre Canisius est un homme d'une très grande culture et qui est d'une très grande culture qui n'est pas seulement théologique, mais littéraire aussi. Quand on voit les bibliothèques qu'il constitue, à ce propos, un mot de lui, c'est très intéressant. Il dit, dans un collège, une bibliothèque est plus importante qu'une chapelle. Vous voyez? Donc, il constitue toujours des bibliothèques. Et quand on regarde le catalogue de ces bibliothèques, eh bien, il y a toutes sortes d'auteurs et d'auteurs littéraires et les auteurs païens de l'Antiquité sont là, très présents, des auteurs contemporains, plus ou moins scientifiques, mais qui n'ont rien à voir avec la religion, sont choisis par lui pour être mis dans les bibliothèques des collèges. Voyez. Bon, alors, Canisius est un homme qui, j'allais dire, qui n'est pas coincé dans une attitude purement théologique. Ce qui l'intéresse, c'est la vie chrétienne, et la vie chrétienne du peuple, voyez. Et c'est pour ça qu'il a une très, très grande compréhension pour le petit peuple, et même le petit peuple qui a passé au luthéranisme. Il est assez mordant, j'allais dire, un peu combatif contre les pères
de la réforme. Avec les réformateurs eux-mêmes, enfin les pères de la réforme, là, il est pas très, il les combat franchement. Par contre, avec le peuple, il est très très compréhensif. Et il dit, mais que voulez-vous? Il dit à Rome, et que voulez-vous? Ces gens-là n'ont pas eu autre d'éducation, n'ont pas eu d'autre enseignement que l'enseignement de la réforme. Et donc, il faut les comprendre. Ils sont de bonne foi. Il ne faut pas trop leur en vouloir. Et ils s'opposent à toutes les mesures juridiques que Rome peut prendre par rapport à la réforme. Par exemple, il est absolument un adversaire au point de dire c'est une honte de l'index, parce que c'est à cette époque-là qu'on a institué l'index. C'est le pape Paul IV qui a fait ça. Donc l'index des livres. Eh bien, lui était un adversaire irréconciliable. Il dit, mais si ces lois de l'index, on doit les appliquer, on n'a plus qu'à fermer nos collèges, dit-il. Pourquoi? Mais comment voulez-vous que l'on discute et que l'on comprenne les luthériens si on ne peut pas lire leurs œuvres? Voyez? Et alors, il a trafiqué auprès des jésuites de Rome pour qu'ils aillent obtenir du pape des permissions pour l'ordre des jésuites de lire quand même les livres qui sont à l'index. Voyez? Ça, et puis après, quand il assistera où il participera à la dernière session du Concile de Trente, il va faire partie de la commission qui va abolir l'index, ou bien qui va pas abolir complètement, mais atténuer la loi de l'index. Alors là, il est vraiment... voilà. Pour lui, ce qui est important, c'est de former les gens. Et c'est de retourner à la base. C'est-à-dire, ça n'est pas un théologien spéculatif, mais c'est un homme de la parole et de l'écrit. Alors, c'est un prédicateur et c'est un écrivain. Et alors, il n'utilise jamais un vocabulaire agressif lorsqu'il parle de la réforme. Et quand on lui soumet des écrits pour lui faire corriger, ou des confrères qui écrivent des livres ou des articles sur... eh bien, il est très sévère. Il biffe toujours tous les termes un peu trop tranchants, un peu trop durs vis-à-vis de la réforme. Il va s'opposer aussi aux excommunions. Il dit à Rome, ça, vous pouvez le faire avec les Espagnols, mais pas avec les Allemands. Vous devez respecter les Allemands et ils sont sensibles là-dessus. Les Espagnols, vous pouvez les excommunier si vous voulez, mais pas les Allemands. Bon. Vous voyez? Et lorsque les Jésuites lui ont demandé des conseils, il va leur dire, je le cite là, il n'est certainement pas indiqué d'aborder les hérétiques avec dureté et de les traiter avec rudesse, ce qui n'est rien d'autre que, contrairement à l'exemple que donne le Christ, d'écraser le roseau froissé et d'éteindre la mèche qui faiblit. Ceux que l'hérésie a rendus amers, méfiants et surtout a éloignés de l'orthodoxie et de nous, il faut toujours les instruire avec un esprit de douceur pour qu'en toute charité et bienveillance, nous nous concilions leur cœur dans le Seigneur. Il n'est pas indiqué de controverser et de discuter avec eux des questions de foi alors qu'ils sont imbus de l'esprit de contradiction et que spontanément ils sont enclins et prompts à disputer. Il faut les intéresser et les provoquer une fois. Voilà. Vous voyez, c'est une attitude. Alors, il y a un épisode que j'aime beaucoup dans sa vie et qui est très emblématique
de son attitude vis-à-vis de la réforme. Quand il est à Fribourg, à cette époque-là, à Milan, c'est le cardinal Charles Borromée qui est l'archevêque de Milan. Et le territoire de Charles Borromée, il s'avance jusqu'au Gothard, c'est-à-dire que le Tessin, il est sous l'administration de Charles Borromée. Et Charles Borromée, c'est un ardent et très carré défenseur des règles du Concile de Trente, n'est-ce pas? Et puis, le pape a nommé, c'est 1 ou 2 ans avant la mort de Canisius, le pape a nommé Charles Borromée comme visiteur de l'Église en Suisse. Et donc, Charles Borromée va débarquer en Suisse. Et comme il va aller en Suisse, il a écrit au père général des Jésuites, je dois aller en Suisse et je souhaite beaucoup rencontrer le père Canisius. Alors le général, qui s'appelle Acquaviva à l'époque, écrit à Canisius, eh bien mon père, voilà, monseigneur l'archevêque de Milan va venir en Suisse, il souhaite beaucoup vous rencontrer, alors je vous prie, s'il vous plaît, de bien lui faire un bon accueil et puis de bien répondre. Voilà. Canisius répond au père général, le cardinal de Milan viendra en Suisse, il ira à Lucerne d'abord, et là, il y a un supérieur des Jésuites qui le recevra très bien. Quant à moi, je me tiens éloigné de lui et je ne tiens absolument pas à le rencontrer parce que ce cardinal de Milan est un médecin beaucoup trop rigoureux pour des Suisses très sensibles et susceptibles. Voilà. C'est sympathique, ça, je trouve. Et puis, il y a une sorte d'indépendance d'esprit, là, vous voyez. Donc, vis-à-vis de la réforme, il a une attitude, je dois dire, qui lui a été inculquée par Pierre Fabre. Mais merci de nous avoir voilà, lisez le livre, vous apprendrez beaucoup mieux.